Salut à tous, salut les amis, comment vous allez dans cette belle journée qui nous fait encore une fois penser au regretté René Malville, que l'on salue bien sûr, parce que il ne faut pas nous demander si ça va aujourd'hui, et pourtant c'est ce que j'ai fait. Je vais un peu vous expliquer ma lecture de ce désastre d'hier, et puis après on discutera ensemble si vous le voulez bien. Parce que je pense qu'il faut parler de ce désastre. Ce qui est marrant, c'est que en fait, j'ai assez de distance maintenant sur l'OM et habituellement, si la saison se déroule mal, là cette année, j'avais un peu de distance, je ne m'énervais pas sur les matchs et j'ai commencé à regarder ce match avec cette distance en essayant de comprendre qu'est-ce que foutait Samuel Gigot là ou là. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'énerver tout seul devant le match parce que ce match était très très énervant et je me suis rendu compte que je n'étais pas encore complètement désintoxiqué, ou en tout cas que je ne contrôlais pas encore suffisamment bien mon addiction. Donc j'ai fait comme les vrais addicts et j'ai couché mes pensées sur le papier, parce que c'est comme ça qu'on fait quand on est dans une cure de désintox. Donc parlons un petit peu de cette OM Rennes. Donc l'OM est éliminé de la Coupe de France ce matin. J'avais l'espoir que l'on puisse sauver cette saison grâce aux coupes. Ce ne sera pas le cas. Donc on va analyser ça. Pour moi, il y a plusieurs strates au désastre. On est vraiment dans une saison désastreuse et il faut commencer à en parler. Donc la première strate, celle qui est générale sur la saison de l'OM 2023-2024. Alors si le foot m'a bien appris une chose, c'est qu'il est dur d'avoir des certitudes absolues, même si les plateaux de talk-show sont désormais remplis d'intervenants invités justement pour asséner des vérités absolues, dire c'est comme ça, là c'est fait. Cependant, ce matin, il m'est difficile de pas dire que la saison de l'OM est un peu terminée. Alors, qui sait, il y a encore l'Europa League avec un petit parcours, machin, mais justement, je pense qu'il vaut mieux se dire, pour vous, maintenant, c'est foutu pour cette saison, et bon, s'il y a une bonne surprise, on prend, si on se prend une rousse, bon, c'est pas grave, l'OM est quand même pas trop en danger en Ligue 1, faut se sauver, bon, faut essayer de récupérer une place en Europa League, mais grosso modo, voilà, la saison, elle est un peu foutue, bon, faut se détacher un petit peu, faut se dire qu'il n'y a plus grand chose à attendre de cette saison. Et voilà, cette élimination en coupe, vraiment, elle fait un petit peu mal parce que j'avais vraiment des espoirs sur cette Coupe de France. Mais bon, il faut jouer les Coupes de France et il faut les jouer les matchs de Coupe de France. Et là, le fait est que, en plus de ça, l'adversaire n'a pas été vraiment bon parce que dans un Gattuso style typique, on l'a à peu près bien neutralisé. Il y a un moment, il est un petit peu plus poussé, mais il a pas fait grand chose. Il était aussi mauvais que nous. On aurait quand même, malgré notre nullité, passé. On va au tir au but, mais saison de merde oblige, on va quand même pas se qualifier au tir au but alors qu'on n'arrive pas à le faire dans nos bonnes saisons. Donc quand même, voilà, on est éliminé de la Coupe de France. Donc je disais la première strate. Donc la première strate de ce désastre, de cette autopsie de ce désastre, c'est forcément la direction. C'est celle qui est tout en haut et qui avait plutôt réussi ses coups parce que je sais que là tout de suite ce matin il faut tout brûler, dire que c'est les pires dirigeants de la planète Terre. Je vois qu'il y a un truc genre il a un Longoria, un pire bilan que Hérault, etc. On avait quand même vécu des choses sous Sampaoli et sous Tudor que voilà, on n'avait pas souvent vécu. On avait fait 2 podiums, il y avait quand même des choses intéressantes, on voyait des choses. Et pourquoi il réussissait ça, notre ami Longoria? Il y avait le mercato sur lequel tout le monde se concentrait, mais c'était surtout le choix des coachs. C'était surtout ça. Tout était construit autour des coachs. Ça, c'était le grand truc de la direction. Choisir le bon coach. Et là, ils se sont complètement plantés. Se rendre à l'évidence, l'erreur majeure, énorme, qui plombe toute la saison, c'est Marcelino. Voilà, il faut bien le dire. Déjà, il fallait voir si son style de jeu collait avec les attentes de cet environnement qu'est l'environnement marseillais, qui est instable et impatient. Mais en plus de ça, son caractère qui l'a poussé à quitter le navire dès le ridicule psychodrame de septembre. Alors j'ai toujours beaucoup de mal
à saisir l'attitude des groupes à ce moment-là. On m'avait fait remonter des trucs. Bon, après, bah, finalement, il semblerait que ces trucs soient pas très graves. Donc, vraiment, de s'être mis le feu pour ça, ça témoigne aussi d'une nature autodestructrice qui est difficile à gérer. Et justement, Marcelino était vraiment pas l'homme à se mettre là-dedans, et donc il s'est cassé, aucune suite dans les idées, il s'en va, donc on avait tout recommencé autour de lui, et là il a fallu tout recommencer, le recommencement, alors que l'effectif, la saison, tout avait été construit autour de lui, parce que on n'arrête pas de dire ouais, ces joueurs ils sont bidons machin, ils ont été recrutés pour Marcelino, hein. Ils vont me dire oui mais il n'y avait pas d'ailier machin, ça a été recruté pour Marcelino, qui a travaillé en bonne intelligence avec son ami Pablo Longoria pour faire un truc, et qui s'est cassé dès qu'il a pu se casser. Donc voilà, énorme erreur de Longoria dont la stratégie a des limites évidentes que l'on voit, la stratégie de changer tout l'effectif machin, mais ça tenait parce que il y avait un entraîneur, des bons choix d'entraîneur. Là, le choix de l'entraîneur, le choix le plus important, il a été raté. Et ça, c'est de la responsabilité de la direction, parce que ce choix-là de l'entraîneur, il peut camoufler toutes tes petites erreurs que tu fais lors du mercato, parce que il va faire en sorte que ton équipe, elle performe généralement. Là, non. Là, non. Tu t'es complètement planté sur le choix de l'entraîneur. En plus, c'était un ami. En plus, il y avait ça. En plus, il y avait ça. Donc voilà, la première chose, donc c'est la direction qui s'est complètement plantée sur le choix de l'entraîneur. Marcelino, c'était une erreur. Il y a beaucoup de choses à dire sur son départ. Il n'y a rien à exonérer. Je comprends toujours pas comment les groupes de supporters ont pu s'autodétruire en faisant ça, autodétruire la saison. Mais toujours est-il que l'erreur originelle, c'est Marcelino. Ensuite, on passe au deuxième point. Au deuxième point, encore une fois, c'est le remplaçant de Marcelino, Gattuso. C'est le remplaçant de Marcelino et c'est Gattuso. Moi, je suis désolé, les amis. C'est Gattuso. C'est quoi l'identité de Gattuso en fait? C'est quoi Gattuso, l'entraîneur? C'est quoi? Moi je pense que maintenant, si on me demande, ok Mourad, donc tu suis l'Olympique de Marseille depuis 4-5 mois, quelle est l'identité de jeu de Gattuso? Je dirais c'est vouloir tout faire et ne rien faire, donc. Parce que si tu veux tout faire, tu fais forcément rien. Et j'ai l'impression que l'OM c'est devenu le laboratoire de l'étudiant en football Gennaro Gattuso. L'apprenti sorcier Gennaro Gattuso. Il teste tout. Il teste tout. Encore une fois, à tous ceux qui se plaignaient que Tudor n'avait pas de plan B, eh ben, prenez Gattuso. Gattuso, il a que des plans B. Son alphabet, il commence à la lettre B. Il commence à la lettre B. Le plan A, il connaît pas Gattuso. C'est que plan B. Donc, il tente plein de choses. Et donc, ce qui fait que quand tu demandes plein de trucs, il y a aucune conviction forte sur lesquelles tu t'appuies, sur lesquelles tu sais que, c'est ça qu'on fait. Nous, notre identité de jeu cette année, c'est ça. Non, là, tu fais ça un coup, ça un autre coup. Et l'équipe, ça s'en ressent. L'équipe, tactiquement, elle ressemble à rien. Elle ne croit pas en ce qu'elle fait. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. C'est un désastre à faire. Franchement, tactiquement, les matchs de l'OM à regarder, c'est des calvaires. Mais qu'est-ce qu'il fait? La dernière trouvaille, le dernier chemin de croix, c'est mais qu'est-ce que fout Samuel Gigot? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu veux faire jouer Samuel Gigot comme John Stones? C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas dur. C'est pas pareil. Samuel Gigot et John Stones, ils ont pas les mêmes qualités. Et il y a beaucoup de monde là qui tombe sur Samuel Gigot, mais Samuel Gigot, il a fait ce que son entraîneur lui a demandé. Il a fait ça et c'est juste que les consignes n'ont aucun sens. Donc on lui demande d'aller au milieu, il va au milieu. Il a raté un tir au but. Écoutez, il a tiré sur la barre. Ça arrive. Bon. Mais le fait est que ça fait 2 matchs contre Strasbourg, je me disais mais pourquoi Samuel Gigot il était au milieu? Et en plus à chaque fois que Bakwa donc nous transperçait, hop, ça faisait occasion pour l'adversaire. Et ben tu le refais le match d'après. Bon, on peut se dire écoutez, ça a fonctionné, hein, Rennes n'a pas eu trop d'occasions machin, mais ça ne ressemble à rien en fait, ça ne ressemble à rien. C'est encore une fois le petit laboratoire de l'apprenti sorcier Gennaro Gattuso qui tente des choses. Allez hop, je mets Samuel Gigot au milieu. Si tu veux pas d'une défense à 3, écoute, repasse en 4-3-3, mais tente pas des trucs comme ça, quoi. C'est quoi Samuel Gigot au milieu de terrain? Un match. Et puis,
Ok, je m'arrête là-dessus sur Samuel Gigot, mais on peut parler aussi des grandes lignes de l'équipe d'un match à l'autre. Un match on presse, l'autre on va essayer de contrer, un match on est haut, l'autre on est bas, un match on cherche Aubameyang d'une certaine manière, l'autre match on arrête complètement de le faire. En fait, voilà, il y a aucune continuité dans cette équipe. D'un match à l'autre, on change tout. Alors, si en plus de ça, le coach en face, il a une identité forte, aïe. Là, c'est désastre. Alors là, si c'est deux Herbie en face, c'est ok, donc il va falloir que je te contre machin. Là, ça part en cacahuète parce que là, on est vraiment dans un CM de la tactique, en deuxième année de fac, le grand B du grand C. Tu comprends. Il n'y a pas d'identité. Bref, Gennaro Gattuso, c'est peut-être le bon profil psychologique, celui du rassembleur dans un club en crise. Je pense que ça a l'air d'être une vraie bonne personne. Mais j'ai peur que ce soit pas un très bon entraîneur. C'est un peu le problème avec Gennaro Gattuso. Je pense que c'est une vraie bonne personne, mais que c'est pas un très bon entraîneur. Et je pense qu'il lutte tellement contre cette image qu'il avait en tant que joueur de Pitbull pour montrer non, moi en tant qu'entraîneur, je fais autre chose, qu'au final, on sait pas à quoi. Franchement, si cette équipe, elle a même pas l'identité d'une équipe de Didier Deschamps. Bon, alors déjà, Didier Deschamps, il prend des équipes avec beaucoup de talent, mais si tu dis, ok, on joue absolument pas, on dégage des longs ballons tout le temps, ok, très bien, c'est déjà une identité, tu joues bas, et puis tu vas contrer les autres, et tu joues... l'équipe de Villas-Boas, elle était vraiment moche à voir, mais elle se basait sur un ou deux trucs qui étaient assez identifiables. Là, d'un match à l'autre, tu fais tout et n'importe quoi. C'est pas possible dans le football moderne de faire tout et son contraire d'un match à l'autre et de tenter des trucs qui n'ont aucun sens. Alors, on dit oui, mais après il y a la CAN. Alors, justement, on arrive donc à la troisième stat, comme passe-partout. La troisième stat, les joueurs. Ce que tout le monde veut entendre ce matin, c'est clair, c'est net, ce sont tous des chèvres. Très bien, si vous voulez, on peut se dire ça. Pour moi, c'est pas des chèvres, c'est des joueurs d'un niveau suffisant pour bien performer en Ligue 1, mais pas seuls, lancés dans le bouillant environnement marseillais. Hop, ça devrait fonctionner. Non, il faut un entraîneur, d'où le grand 1, le grand 2. Ce qui est le plus important, c'est l'entraîneur, parce que si tu changes en plus tes joueurs tout le temps, il te faut un entraîneur fort, surtout en 2024. C'est plus possible de faire comme en 2012-2013 où c'était peut-être un peu passé et où en plus de ça, tes joueurs étaient joués ensemble depuis un moment, ils avaient l'habitude, machin. Là, c'est pas possible. Il faut qu'ils soient bien entourés, cornaqués. Mais là, en fait, ces joueurs, entre leurs limites évidentes et le fait qu'ils ne sont pas entourés, ils peuvent pas performer entre la Chips Marcelino et l'apprenti sorcier Gennaro. C'est pas possible. Et ils sont peut-être pas aussi mauvais que certains veulent nous le faire croire, mais ce qui est certain, c'est qu'ils sont pas suffisamment bons pour se gérer seuls non plus. Ils peuvent pas se gérer seuls. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui leur donne des grandes lignes. Il faut qu'il y ait un truc clair. Là, il y a rien. Parce que la moitié de tes mecs d'expérience, ils répondent présent qu'un mois sur 5. Salut Obama. Une spéciale dédicace aux joueurs du mois de décembre, hein, pas le joueur du mois de janvier, surtout pas. Et tes jeunes ne peuvent pas grandir parce qu'ils ont pas les épaules pour gérer cette difficulté. Encore qu'un Bamo Meïté, c'est pas le plus mauvais, et un Bilal Nadir était plutôt correct, justement parce que il y a le fameux excuse. Ouais, mais tu sais, tu comprends, c'est la CAN, machin, ces trucs. Encore une fois, hein, j'ai pas envie de dédouaner ni les groupes de supporters pour cette réunion en septembre, ni le fait que la CAN n'ait pas été préparée par la direction. Mais je pense vraiment qu'avec un entraîneur fort, tu ressens moins tout ça. Mais là, tes entraîneurs, c'était la Chips Marcelino et l'apprenti sorcier. Donc, tu n'arrives à rien. Parce que si on parle de la CAN, dans ton 11 de départ, logiquement, les deux joueurs sur lesquels tu es vraiment handicapé, c'est
notre ami Chancel Mbemba et Amin Harit, qui sont remplacés plutôt correctement par Bamo Meïté et Bilal Nadir, à qui on souhaite un prompt rétablissement. On espère vite avoir des nouvelles, parce que ça fait chier que le mec lance enfin sa carrière et qu'il se fasse blesser comme ça. Donc, c'est-à-dire que même ça, tu peux dire, ouais, mais on n'a pas de remplacement, on n'a pas de truc. Ok, si tu veux, mais ça n'excuse pas le niveau abyssal de ton équipe. Ça n'excuse pas le fait que contre Strasbourg, tu arrêtes de jouer à la 5e minute de jeu. Ça n'explique pas ça n'explique pas ça. Et moi, je veux bien qu'on me dise, ouais, mais machin, ils sont nuls. Ça n'explique pas. Je sais pas. Je vais être méchant avec Jonathan Klaus. Mais est-ce qu'il y a une Coupe du Monde en décembre 2023? Je n'ai pas été au courant, peut-être, parce que j'ai boycotté celle de 2022. Donc, il y a peut-être qu'il y a une Coupe du Monde en 2023 et que Jonathan Klaus a encore une fois pas été sélectionné. Parce que comment ça se fait qu'il est aussi nul qu'en janvier 2023? C'est pas possible. Le gars, tous les ans, c'est pareil. Il fait une bonne demi-saison et la deuxième... Qu'est-ce que c'est que ce match de Jonathan Klaus, quoi? C'est un international. C'est ton meilleur joueur techniquement sur la première partie de saison. Donc, sincèrement, pour moi, c'est ton meilleur joueur, peut-être. Le seul, je sais que c'est pas l'ami de tout le monde, mais le seul qui a à peu près un niveau décent, ou au moins constant, c'est Jordan Verretou. Jordan Verretou, il marque hier, il fait ses trucs. Bon, il a des limites, mais voilà. Donc, voilà. Entre la direction qui avait déjà un système qui était dangereux, celui de renouveler l'effectif continuellement, et ce système ne tenait que sur un truc, c'était les choix des bons entraîneurs, qu'il a fait le choix d'un mauvais entraîneur. Donc ça, c'est la direction, le grand 1. Le grand 2, donc c'est les entraîneurs en eux-mêmes. Entre la Chips Marcelino et l'apprenti sorcier Gennaro, ça passe pas. Et le 3, c'est des joueurs qui n'ont pas d'épine dorsale suffisamment forte pour prendre les choses en main. Il n'y a pas, je suis désolé, mais il n'y a pas de mecs qui sont au niveau de Souleymane Diawara en 2012-2013, Rod Fanny, André-Pierre Gignac, ce genre de gars-là, même Mathieu Valbuena qui prenait ses responsabilités. Bref. La saison est-elle finie? J'en sais rien, mais je le pense fort. Et ce qui était là où le club avançait pour moi la saison passée, c'est début de saison dernière, quand les joueurs sont pas super contents avec Tudor machin, et que Longoria arrive et dit, écoutez les gars, moi, l'entraîneur, je suis derrière lui, vous avez rien à dire, on suit, voilà, son fameux truc, le club, c'est ça, machin, le président, l'entraîneur, les joueurs. Et ça avait voilà renforcé Tudor, et ça lui avait permis de faire ce qu'il a fait par la suite.